Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. La Martinique va mal, elle n'est pas seule à aller mal, comme chacun le sait, mais lorsqu'on voit des voyous débarquer dans un restaurant et piller ce que les clients de ce restaurant dans une commune du sud de la Martinique ont sur eux, c'est-à-dire portefeuille, carte bancaire, téléphone, bijoux, etc., on se dit qu'on est en train de passer un cap relativement grave. Cela s'ajoute aux chiffres de la criminalité depuis le début de l'année. Nous sommes à une trentaine, 31 je crois exactement, d'homicides volontaires par arme à feu ou bien par couteau depuis le début de l'année. En Guadeloupe, c'est à peu près la même chose. Eh bien, nous battons le record de la Corse, par exemple, ou bien de n'importe quelle ville de l'Hexagone. Donc la Martinique ne va pas bien. Or, la Martinique peut faire et doit faire beaucoup mieux. Maintenant, chacun d'entre nous peut dire cela. Encore faut-il proposer une méthode. C'est ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui. Comment faire pour que la Martinique aille mieux, pour que nous réussissions localement. D'abord, la première base de notre démarche doit être de penser global et d'agir local. Penser global, globalement, et puis ensuite agir là où nous pouvons agir localement. Ça veut dire quoi, penser global ? Il faut avoir une approche de l'ensemble de l'humanité, de l'ensemble de la planète, correspondant à nos analyses propres, à nos expériences propres, etc. D'abord, la première question qui se pose, elle est de savoir, et ça pose le problème de l'immigration qui est tellement au centre des débats politiques au niveau national, d'abord savoir s'il y a une seule humanité ou bien s'il y a autant d'humanité que de drapeaux à l'ONU à New York. C'est la première question. Est-ce que nous sommes à peu près 8 milliards d'individus tout à fait comparables avec les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes capacités, les mêmes possibilités, les mêmes virtualités, ou bien est-ce qu'il y a 200 humanités ? Poser la question, c'est évidemment y répondre. Nous savons tous qu'il y a une seule humanité d'environ 8 milliards d'habitants et qu'au hasard de l'histoire et de l'aventure humaine, eh bien, ces 8 milliards d'habitants habitent dans des lieux différents. Mais ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des enfants, ce sont des vieillards, bref, ce sont des personnes qui doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, quoi que l'histoire ait décidé pour ces personnes-là. Alors à partir de là, la question est de savoir si entre les 200 pays qui sectionnent, qui segmentent cette seule humanité, il faut ériger des murs ou bien est-ce qu'il faut construire des ponts ? La question a elle-même sa réponse presque automatique. Vous voyez bien que quels que soient les murs qu'un certain nombre de pays ont érigés et continuent à ériger, eh bien, les mouvements de population continuent à se faire d'un pays à l'autre, d'une frontière à l'autre. Et cela, on ne l'empêchera jamais parce que cela correspond à la nature humaine. Les hommes ont toujours souhaité se déplacer, sortir de là où ils sont nés pour aller ailleurs. Alors ça ne doit pas se faire de manière désordonnée. Il faut évidemment de l'ordre. Et c'est à cela que nous devons aujourd'hui réfléchir dans l'ensemble des pays. Est-ce qu'on peut laisser les frontières ouvertes de manière complètement désordonnée ou bien est-ce qu'il faut organiser ce mouvement inévitable des hommes et des femmes d'un pays à l'autre ? Il faut naturellement de l'ordre. Là-dessus, nous avons des frontières. Chacun d'entre nous, quand il va dans un pays, va présenter un passeport, présenter une carte d'identité. Pour être admis dans ce pays, on doit savoir qui vous êtes et ce que vous venez faire dans ce pays-là. Alors, comment aller plus loin dans l'organisation de ces ponts ? Il ne suffit pas de présenter un passeport ou de présenter une carte d'identité. Il faut que ceux qui entrent dans un pays
est une raison d'y entrer et une raison valable, pas la raison de venir faire du trafic de drogue, comme nous le savons bien à la Martinique, mais il faut qu'on y vienne pour un rapprochement familial, ou bien pour un travail, ou bien pour des études, ou bien pour des affaires. Là-dessus, quel est le principal point sur lequel il faut insister ? Il faut insister sur le point du travail, car beaucoup de gens changent de pays en s'installant dans le nouveau pays sans vouloir y travailler, ou bien en y travaillant que de manière relativement instable et irrégulière parfois. Et c'est le travail qui doit nous donner la clé de l'acceptation des ponts que nous voulons construire. Il est nécessaire, comme le prévoit la Constitution de la France, que chacun de ceux qui veulent vivre en France et qui sont en âge de travailler, eh bien, travaillent. Je le rappelle, nous avons déjà eu l'occasion de le dire, mais il faut revenir là-dessus parce que ces choses-là évoluent tout le temps. Je rappelle que dans la Constitution de la France, dans le préambule, dans l'article 5 du préambule, aussi bien de la Constitution de 1946 que dans celle de 1958, il est dit que chacun a le devoir de travailler et que chacun a le droit d'obtenir un emploi. Pourquoi est-ce que cette précision-là a été apportée, a été intégrée dans la Constitution de 1946 et reprise dans la Constitution de 1958? C'est qu'aussi bien les constituants de 1946 que ceux de 1958 avaient pu constater les dégâts apportés par le chômage dans les pays d'Europe et d'Amérique entre les deux guerres. Comme vous le savez probablement tous, en 1929, il y a eu une crise économique majeure qui a commencé aux États-Unis, mais qui s'est répandue dans le monde entier, notamment en Europe, notamment en Allemagne. En Allemagne, il y avait à ce moment-là beaucoup de chômeurs. Dans les années 29, 30 et quelques, il y avait beaucoup de chômeurs. Et il y avait un démagogue qui s'appelait Adolf Hitler, qui avait écrit en 1922 un livre qu'il avait appelé Mein Kampf en allemand, en français Mon combat, et dans lequel il décrivait ce qu'il voulait faire en Allemagne si le pouvoir, à un moment donné, pouvait lui échoir. Et parmi ce qu'il voulait faire, il voulait donner la supériorité à ce qu'il appelait les Aryens, en réalité les Blancs, et puis il voulait éradiquer tous ceux qui n'étaient pas blancs, en particulier les Juifs, en particulier les Noirs. Il y a un livre qui a été fait qui s'appelait « La honte noire ». Les Allemands, beaucoup d'Allemands considéraient à ce moment-là que d'être occupé par des Noirs, ça avait quelque chose de honteux. Mais surtout, Hitler a pu utiliser la masse de manœuvres que constituaient les chômeurs allemands pour leur expliquer que les Allemands avaient été injustement sanctionnés par le traité de Versailles en 1919 et qu'il fallait que l'Allemagne prenne sa revanche sur l'ensemble des pays qu'il avait conduit à supporter une défaite, qu'elle ne méritait pas. Donc, le chômage, les chômeurs ont constitué pour Adolf Hitler une masse de manœuvres considérable. Comme il avait un talent oratoire très développé, qu'il avait d'ailleurs travaillé en privé, eh bien il a été suivi par des millions et des millions d'Allemands. Et puis à partir de 1936, il a commencé à envahir des pays qu'il n'aurait pas dû envahir. D'abord, il y a eu la rive droite du Rhin qu'il a occupée alors que le traité de Versailles prévoyait qu'il ne l'occupe pas. Il a occupé également l'Autriche au motif qu'il y avait, on a appelé ça l'Anschluss, au motif qu'il y avait en Autriche une communauté allemande qui appelait l'intervention de Berlin. Et puis après, ça a été l'Allemagne, ça a été la Pologne, et puis après, ça a été la Belgique, ça a été la France, etc., etc. Donc, les constituants de 1946 et de 1958 avaient compris l'importance du travail, parce que le travail
responsabilise. Le travail donne à chacun une certaine dignité. Le travail donne à chacun une certaine idée de lui-même, à chacun et à chacune. Et donc le travail constituait la cheville ouvrière de la société à l'époque. Et aujourd'hui, en 2025, le travail constitue encore la cheville ouvrière de toute société. Et inutile de dire que quand on voit les textes, on doit constater que nos responsables, c'est-à-dire les présidents successifs, les premiers ministres successifs, les ministres successifs, les présidents de conseils généraux régionaux de CTM successifs ont allègrement foulé aux pieds cette obligation constitutionnelle. Ils ont tous, et ils continuent tous, à violer la Constitution. Comme vous le savez, en France, il y a 5 millions au minimum de chômeurs, entre les catégories A, B, C, D, E, etc. 5 millions de chômeurs. Sur combien? Sur 70 millions de Français au total, mais sur seulement 30 millions de Français en âge de travailler, c'est-à-dire âgés de 16 à 64 ans. On dit 64, on ne sait pas encore si l'âge de la retraite va changer au cours des prochains mois et des prochaines années. Il y a donc 30 millions, 29 millions et demi, pour être plus précis, de Français en âge de travailler. Quand, sur ces 30 millions, vous enlevez 5 millions de chômeurs, de personnes qui doivent boire, qui doivent manger, qui doivent être soignées, qui doivent être formées, qui doivent être logées, etc. Quand vous enlevez ça, il ne vous reste que 25 millions de personnes pour participer véritablement à la production nationale. C'est déjà quelque chose de considérable. Soustraire 5 millions de personnes de la quantité de ceux qui peuvent travailler pour les mettre chez elles à ne pas travailler. C'est une atteinte fondamentale à la dignité. On me dira qu'il y a des gens qui sont contents de ne pas travailler, mais ils sont ultra minoritaires. 95% des gens qui ne travaillent pas préféreraient avoir un emploi et ne l'ont pas. Donc le travail est déjà la base de la structuration d'une société. Et en plus de ces 5 millions de personnes qui ne travaillent pas du tout, nous avons une magnifique fonction publique qui emploie 6 millions de personnes, mais avec des caractéristiques très particulières. C'est-à-dire que, étant entrés, en général en passant un concours, mais pas toujours, dans la fonction publique, ceux qui y sont, et qui sont tout à fait respectables, eh bien, ont la quasi-certitude d'avoir un revenu professionnel depuis leur entrée dans l'administration jusqu'à la fin de leur carrière, et même au-delà de la fin de leur carrière, parce qu'avec les retraites, les pensions de réversion, eh bien leurs veuves, leurs veufs auront un revenu encore pendant de longues années. Alors le problème, c'est qu'il y a dans la fonction publique une grande majorité de gens parfaitement respectables et qui font du mieux qu'ils peuvent pour obtenir satisfaction dans leur service. Mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui ne sont certainement pas majoritaires, mais qui sont trop nombreuses et qui ne donnent pas le maximum d'elles-mêmes. Et il n'y a pas de système d'évaluation ni de sanctions positives ou négatives des résultats qui sont obtenus par les agents de la fonction publique. Bien sûr, il y a régulièrement des entretiens entre le supérieur hiérarchique et le subordonné, il y a des observations, il y a des projets qui sont mis en place, il ne faut pas l'oublier, mais si quelqu'un, de manière durable, ne donne pas satisfaction dans sa fonction de fonctionnaire, même si le statut de la fonction publique le permet, eh bien, il n'y a pas tellement de moyens de sanctionner cette personne en l'évacuant dans la fonction publique. Lorsque vous avez donc une quantité aussi importante, 6 millions, même s'il y a des cas particuliers, de personnes dont le travail n'est pas évalué au regard de ce qu'elle coûte, c'est ça le problème du rapport
qualité-prix de chaque agent dans le secteur privé ou dans le secteur public, eh bien, vous avez forcément une structure économique globale qui ne donne pas le meilleur d'elle-même. Rappelons que les prélèvements obligatoires en France, vous le savez, mais il faut le rappeler surtout dans cette période où, au niveau national, on ne cesse de vouloir augmenter les prélèvements obligatoires. En France, les prélèvements obligatoires représentent plus de 45% du produit intérieur brut et les dépenses publiques représentent 57 à 58% du produit intérieur brut. La différence entre 45% et 58% étant faite par les emprunts que pratique le secteur public et dont vous savez qu'ils représentent maintenant des sommes dépassant 3 000 milliards d'euros. Alors le travail, nous revenons là-dessus, constitue véritablement la colonne vertébrale d'une société, beaucoup plus que le service militaire qui avait son utilité, mais constitue la colonne vertébrale, avec en amont, bien entendu, la formation, l'éducation, mais tout ça doit déboucher pour tout le monde par le travail, sur le travail. Et si tout le monde n'est pas au travail, c'est parce qu'en amont, un certain travail n'a pas été fait par l'éducation nationale et qu'un certain travail n'a pas été fait par les familles et qu'un certain travail n'a pas été fait par le monde politique. Il faut remédier à cela et si on n'y remédie pas, eh bien, on n'arrivera pas à grand-chose. La dignité, ce ne sont pas les subventions, la dignité, c'est le travail. Alors, on a une organisation, je dirais, on aura l'occasion d'y revenir, qui conduit à ce que le travail coûtant trop cher, beaucoup d'entreprises ne peuvent pas recruter et les chômeurs augmentent en nombre et on prend les cotisations sociales versées par les entreprises pour nourrir une administration pléthorique dont une bonne partie du travail consiste à donner des subventions. Est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus rationnel de prélever moins en cotisations obligatoires sur le travail tel qu'il se développe dans les entreprises, et puis ainsi permettre à chacun de travailler et de vivre de son salaire sans être obligé d'aller quémander de l'assistance dans les comités communaux d'action sociale à la CTM ou au niveau de l'État. C'est cela vers quoi il faut s'orienter. Rappelons ce que disait Camus, le salaire devrait récompenser l'effort et nourrir le rêve. Le salaire devrait récompenser l'effort et nourrir le rêve, pas seulement remplir l'assiette. Pas seulement remplir l'assiette. Je rappelle la citation de Camus, le salaire devrait récompenser l'effort et nourrir le rêve, pas seulement remplir l'assiette. Alors donc, on en était à la première étape, je dirais, pour réussir à exceller localement, le penser global. Il faut avoir tous ces raisonnements-là dans notre tête à chacun. C'est pas compliqué si on veut avoir une appréciation saine quant à la manière d'exceller en Martinique. Et les Martiniquais prouvent tous les jours dans beaucoup de pays du monde qui sont capables d'excellence, ils en sont capables aussi dans leur propre pays. Entre parenthèses, la première étape pour exceller dans le pays, c'est la ponctualité. Beaucoup trop de Martiniquais se fichent éperdument de respecter les horaires, y compris lorsqu'ils ont choisi eux-mêmes le jour et l'heure du rendez-vous. Et puis, une fois qu'on a fait ce penser global, il faut agir local. Et agir local, c'est extrêmement clair aussi. Il faut commencer par planifier. Une collectivité, quelle qu'elle soit, que ce soit une ville, que ce soit un département, que ce soit un pays, doit avoir un plan. La France s'est dotée, sitôt après la guerre, d'un plan, et ce plan lui a permis de s'équiper comme jamais aucun autre pays ne s'était équipé à l'ouest de l'Europe. C'est-à-dire que c'est grâce à ce plan qu'on a fait des centrales hydroélectriques, qu'on a fait des gares, qu'on a fait des aéroports, qu'on a fait des routes, qu'on a fait des écoles, des universités, etc. Le plan prévoyait tout cela
Et le plan était suivi par les dirigeants de l'époque, malgré l'instabilité ministérielle qu'on connaissait. Aujourd'hui, il y a toujours un commissariat au plan, mais vous n'entendez jamais les responsables nationaux s'y référer. Alors la Martinique, et la loi le prévoit, comme pour toutes les régions, la Martinique doit avoir son plan, c'est-à-dire un certain nombre de choix, quel genre d'activité elle veut développer, sous quel délai, est-ce que l'agriculture est prioritaire, est-ce que le tourisme est prioritaire, est-ce que l'industrie est prioritaire, bref, quels sont les secteurs d'activité prioritaires, et à partir de là, eh bien, leur donner les crédits nécessaires. Et il ne faut pas négliger un élément extrêmement important, c'est que les entreprises ne demandent pas mieux que de tenir compte des options globales qui ont été arrêtées par le plan. Elles vont s'arranger pour gagner de l'argent, mais en même temps qu'elles vont gagner de l'argent, elles vont aller dans les directions qui seront fixées par les pouvoirs publics locaux. Alors, les pouvoirs publics locaux ont donc à prendre cette initiative d'élaborer le plan en le faisant partager par toute la population, mais les entreprises doivent également y mettre du leur. Les entreprises nous disent, c'est une chose qu'on entend très fréquemment, que le travail coûte trop cher en France et qu'il coûte trop cher à la Martinique. Et c'est vrai. Lorsque quelqu'un gagne 1 500 €, la personne a coûté 3 000 € à son employeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de charges obligatoires. Mais il ne faut pas se contenter de ce constat, parce que ça ne va pas changer du jour au lendemain, même si tous les politiques devraient travailler à ce que cela change. Il faut également voir ce qu'on peut faire dans cette situation. Se contenter de pleurnicher toute la journée, soit sur le monde politique, soit sur les charges obligatoires trop élevées, ça n'est pas responsable. Il faut se demander là où on est, ce qu'on peut faire. Et le secteur des entreprises, sans le vote d'aucune loi, peut faire mieux que ce qu'il fait aujourd'hui. Je pense notamment aux entreprises moyennes et grandes, mais c'est vrai pour toutes les entreprises. Une fois que les charges sont payées, que le chiffre d'affaires est encaissé, l'entreprise notamment, normalement, a un bénéfice. Eh bien, c'est le nouveau partage de ce bénéfice sur lequel il faut travailler. Il faut s'arranger. Et je l'ai vu faire dans des entreprises de la Martinique. Il faut s'arranger pour que la répartition des bénéfices soit différente. Il faut que tous les centaines de personnes qui ont contribué à faire des bénéfices perçoivent quelque chose de supplémentaire lorsque le bénéfice est constaté. Répartir en trois parties, une partie pour l'actionnaire, les actionnaires, une partie pour l'entreprise elle-même et une partie pour le personnel, il faut aller dans cette direction-là. Et on fera une sorte de miracle socio-économique en l'annonçant et en le faisant. Cela va contribuer beaucoup à détendre, à décompresser l'atmosphère sociale à la Martinique, et les gens parleront un peu moins de vie chère et se laisseront moins mobilisés par des trafiquants de drogue pour protester contre la vie chère. Ce n'est pas le problème de la vie chère qui se pose en Martinique, c'est le problème de l'insuffisance des revenus, parce qu'il y a trop de chômeurs et parce que les salaires sont trop bas. Nous avons au niveau national des gens qui se disent de gauche et qui ont des salaires de 25 ou 30 000 € par mois, tout en ayant la sécurité de l'emploi de la fonction publique. Vous ne les entendez jamais protester contre le niveau du SMIC. Que ces personnes-là, qui ont 25 000, 30 000 € par mois, s'imaginent vivre avec 1 450 € par mois. Que ces gens-là investissent une partie au moins de leur confortable salaire dans une entreprise pour savoir ce que c'est que de prendre un risque, que d'être inquiet tous les matins en ne sachant pas ce qu'on aura comme résultat à la fin de la journée. Eh bien, il faut que le SMIC ne soit plus le salaire le plus répandu en Martinique, ni en France d'ailleurs. Il faut qu'à la fin de l'année, si les résultats ont été bons, eh bien le SMIC soit augmenté de 100, 200, 300, 400 € par mois, c'est-à-dire
des sommes qui peuvent représenter sur l'ensemble de l'année quelque chose comme 2 mois ou 3 mois de rémunération pour les salariés. Et là-dessus, un certain nombre d'entreprises donnent l'exemple. Il faut le groupe Leclerc, par exemple. Je ne sais pas quels sont les bénéfices du groupe Leclerc à la Martinique, mais je sais qu'au niveau national, c'est une condition de fonctionnement, d'entrer dans le groupe Leclerc, que de s'engager à distribuer 30% des bénéfices au personnel. Le groupe Michelin verse ce qu'on appelle un salaire décent, c'est-à-dire autour de 2 000 €. Le groupe Bernard Ayotte en Martinique fait quelque chose, je crois que le groupe Leclerc fait la même chose, consistant à faire une ristourne de 5% à ses clients sur les achats qu'ils font dans un mois. C'est une excellente orientation qu'il faut élargir, sur laquelle il faut faire du développement. Et tout cela donnera un pouvoir d'achat supplémentaire, un niveau de vie supplémentaire et, in fine, une qualité de vie à la Martinique améliorée par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. La Martinique peut exceller, elle doit exceller. Il s'agit que chacun d'entre nous, et les élections qui vont venir vont donner l'occasion, que chacun d'entre nous s'engage à faire mieux que ce qu'il fait aujourd'hui, et notamment ceux qui sont candidats à des fonctions électives. Les élections sont là pour ça. Alors, parmi les engagements qui pourraient être pris par les candidats aux élections municipales qui vont arriver au mois de mars, il y a l'engagement pour faire diminuer la violence, parce que le monde politique est un foyer essentiel de violence. Il y a un lien très étroit entre la violence politique et la violence avec les revolvers qu'utilisent beaucoup de jeunes pour faire des crimes. Tout ça se tient dans une société, surtout une petite société comme la société de la Martinique. Eh bien, annoncer que si on est élu, on fera participer l'opposition ou les oppositions au bureau du conseil municipal. Alors, il faut évidemment changer totalement certaines mentalités. Il faut raisonner autrement que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais croyez-moi, si nous voulons que les choses changent, ce n'est pas en utilisant les mêmes méthodes qu'elles vont changer toutes seules. C'est absurde. Et nous sommes tous tentés par cela. Ouais, pourquoi changer ? Non, si on veut que les résultats changent, il faut changer de méthode. Eh bien, parmi les méthodes, il y a le fonctionnement du monde politique qui donne un très mauvais exemple, pas seulement en Martinique, au niveau national, et qui est en partie responsable de la violence qu'a gagné au cours des 30 ou 40 dernières années toutes nos sociétés. Voilà, c'est quelques réflexions offertes à votre propre réflexion et surtout à votre propre action. Ne soyons pas de ceux qui pensent que c'est la faute des autres, c'est le bouc émissaire. Non, chacun d'entre nous a sa part de responsabilité directe ou indirecte dans la déliquescence en cours de la société martiniquaise. Et si nous voulons que cette déliquescence s'arrête, eh bien chacun d'entre nous doit faire autrement que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Merci de votre écoute. À un autre soleil.